On se retrouve aujourd'hui sur le terrain, comme d'habitude, puisque vous le savez, il y a les talk-shows que nous faisons en studio et les émissions que nous animons sur le terrain. Nous nous déplaçons et nous allons voir les professionnels, les experts et autres pour évoquer des sujets importants de la vie quotidienne liés à la santé mentale, toujours, comme vous le savez. Alors aujourd'hui, on va évoquer tout ce qui tourne autour de la natalité avec une psychologue que vous connaissez, que vous avez déjà vue sur la chaîne et que nous retrouvons aujourd'hui. C'est Claire Dahan qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Bonjour Claire, merci beaucoup. Nous allons évoquer avec elle tout ce qui tourne autour de la natalité, avant, pendant, après, évidemment, et toute cette complexité. Donc je m'appelle Claire Dahan, je suis psychologue clinicienne et je suis spécialisée en périnatalité et psychotrauma. Donc la périnatalité, c'est la période qui va du désir d'enfant jusqu'aux 3 ans de l'enfant, et dans ce cadre-là, je reçois des femmes qui sont, on va dire, malmenées par rapport à leur parcours de devenir mère. Alors j'utilise avec elles des outils qui sont issus de ma pratique depuis 20 ans, à savoir l'hypnose, le MDR-IMO, des outils de l'approche centrée solution, de la thérapie narrative, et je les accompagne. On va un petit peu rentrer dans les détails. Alors, la première catégorie, on va dire, de patientes que je reçois dans ce cadre-là, ce sont des dépressions postpartum. On en parle de plus en plus. Il faut savoir que c'est environ 16-17% de la population, et encore, ce sont des chiffres qui sont tout à fait minorés par rapport à la réalité. Donc ce sont des femmes qui arrivent soit, on va dire, quelques mois après l'accouchement, soit 1 an, 2 ans, et elles se rendent compte que c'est pas passé. Il y a des choses qui ont été extrêmement difficiles, douloureuses, et qu'elles n'ont pas verbalisées, ou elles n'ont pas été accompagnées à ce moment-là. Alors il faut savoir que la période de postpartum, c'est une période qui est à haut risque au niveau psychique et à bas niveau de vigilance. Pourquoi ? Parce que... Qu'est-ce que ça veut dire postpartum ? Le postpartum, ça commence vraiment juste après l'accouchement, et ça peut durer jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Alors il y a ce fameux baby blues que tout le monde connaît et qui est normal, qui commence à peu près à J3, J5. Il y a une chute des hormones qui fait que la femme peut se retrouver envahie d'émotions, pleurer beaucoup, mais on va dire que c'est quelque chose de biologique, de chimique. Et c'est normal, il ne faut pas s'en inquiéter. Et puis la dépression postpartum, c'est quelque chose qui va apparaître un peu plus tard, mais qui ne va pas prendre la même tonalité. Ce n'est pas forcément des tempêtes émotionnelles, ça va être de la tristesse, de la dévalorisation, de la culpabilité. J'y arrive pas, je devrais y arriver. Et ce que j'observe, c'est que les femmes sont très seules quand elles viennent d'accoucher. Toute l'attention qui a été mise sur elles lorsqu'elles étaient enceintes, elle est tournée vers le bébé. Et donc elles se sentent un petit peu démunies, perdues. Et bien qu'on parle beaucoup du postpartum, beaucoup de femmes sont surprises. Elles me disent « mais je ne pensais pas que c'était aussi difficile ». Elles se détournent d'elles-mêmes aussi ? C'est-à-dire qu'il y a l'entourage qui va plus donner son attention sur le bébé et moins sur elle, voire plus. Alors, mais elles aussi se détournent d'elles-mêmes. Il y a un oubli. Eh ben, je pense qu'elles oublient leurs propres besoins. C'est-à-dire qu'elles se disent d'abord le bébé, et donc je vais me donner corps et âme, voire me sacrifier, c'est encore des mots que j'entends, avec donc un dévouement total, et puis peu demander de l'aide. C'est-à-dire les femmes se disent puisque je devrais y arriver, je vais pas demander de l'aide. Je n'ose pas demander de l'aide. Normalement, ça devrait se faire tout seul. Ce qu'il y a, c'est que la fatigue, c'est notre ennemi numéro 1. Et quand on est fatigué, on prend tout de manière disproportionnalité. Et c'est vrai que la dette de sommeil, au bout d'un moment, elle a des effets délétères, évidemment. Ça peut arriver très vite, en fait. Ça peut arriver très vite, mais ce que je vois surtout, c'est des choses qui se sont chronicisées. C'est-à-dire que la dette de sommeil pendant plusieurs mois, plusieurs années, au bout d'un moment, la personne se dit « je ne peux plus tenir, c'est plus possible ». Est-ce que c'est un réflexe, je dirais, biologique quasiment, de s'oublier au profit de l'enfant ? Est-ce que c'est naturel ? Est-ce que ça existe depuis que l'humain est sur cette planète ? Comment ça fonctionne ? C'est une bonne question. Je ne pense pas que ce soit biologique, mais je pense que c'est sociétal. C'est-à-dire qu'on attend beaucoup des futures mamans, on attend beaucoup des mamans. Et par exemple, je ne sais pas si tu sais, mais les rendez-vous qui sont pris sur Doctolib pour les enfants sont pris par les mamans. Quand à la crèche, il y a un problème avec un enfant, on va appeler les mamans. On parle beaucoup de charge mentale, alors c'est un mot qui est très galvaudé, mais elles ont cette charge de faire en sorte que tout le monde va bien.
Et donc, quand un enfant va avoir des petits bobos, des petits vagues à l'âme, c'est vers la maman qu'il va se tourner. Donc, elles ont comme ça ce côté, il faut que j'assure dans tous les domaines. Alors, bien sûr, il y a s'occuper du bébé, lui donner l'allaiter ou lui donner le biberon, il y a les premiers soins. Et puis, il y a aussi veiller à ce qu'il aille bien dans le sens large du terme. Quand je reçois des couples qui attendent un bébé, les papas me disent, j'espère que je vais assurer financièrement, que je pourrai lui payer des études plus tard. Et puis, les mamans me disent, j'espère que je serai une bonne mère. Et je pense il y a un syndrome de l'imposteur chez les mamans aussi, alors. Il y a un syndrome de l'imposteur. Il faut rappeler aux mamans qu'il faut être, comme Winnicott disait, des moments suffisamment bonnes. Hein. Suffisamment bonnes, ça veut dire pas toutes puissantes. Winnicott étant celui qui a écrit longtemps sur les théories de l'attachement. Exactement. Il faudrait les prévenir. Comment ça fonctionne pendant l'accompagnement durant la grossesse? Il faudrait les prévenir qu'il y a un truc bizarre qui les attend à l'arrivée et que... C'est ça, faudrait les prévenir, mais j'ai envie de dire que ce qu'elles me disent, les mamans, c'est j'avais lu des choses, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Une maman me disait il n'y a pas longtemps, quand j'ai accouché, un jour, on est sorti avec mon mari quelques mois après, et puis on était en voiture, il y avait le siège auto derrière, et à un moment, j'ai regardé dans le rétroviseur et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire l'ampleur des responsabilités, comment je vais m'en sortir. Puis il y a beaucoup d'injonctions aussi dans la société autour d'être mère, d'être à l'écoute, de pouvoir assurer, mais aussi en tant que femme, de continuer sa carrière, de prendre soin de soi, de son corps, d'avoir aussi une vie sociale, de s'occuper de son couple. Ça fait beaucoup d'injonctions. Et toi, ton rôle en tant que psy, c'est de les accompagner sur tout ce parcours-là. Pourquoi on vient te voir en fait? Moi je suis enceinte, pourquoi j'ai avoir une psy d'abord? Alors enceinte ou après l'accouchement? Après, pendant et après. Pendant et après. Une prévention alors, il y a des femmes qui viennent me voir enceintes parce qu'elles ont de l'anxiété par anticipation de l'accouchement. Donc là, ce sont les sages-femmes, les gynécos qui disent vous devriez aller consulter. Il y a des femmes par exemple qui me disent moi j'ai trop peur d'accoucher, je veux une césarienne. Donc ça, on travaille sur la visualisation de l'accouchement. Il y a des femmes qui viennent me voir parce qu'on sait que la grossesse est un moment intense sur le plan psychique. Il y a toute une partie de notre histoire qui remonte notamment nos liens avec nos parents, notre mère. Et donc elles viennent parce qu'elles se demandent est-ce que je vais être une bonne maman. Et puis il y a des mères qui me disent est-ce que je vais réussir à gérer, est-ce que je vais réussir avec les nuits blanches. Donc ça c'est le avant. D'accord? Et puis il y a des femmes qui viennent me voir après, ça peut être de l'anxiété comme ça peut être une dépression postpartum. Et là c'est très variable. Une dépression postpartum, ça peut se régler avec un suivi psy, ça peut nécessiter un traitement médicamenteux. Dans la dépression postpartum, il y a le mot dépression, donc avec les symptômes, à savoir idées noires, dévalorisation, anxiété, insomnie, attaque de panique, plus de jour, plus de nuit, envie de rien, surtout, même des choses qui nous faisaient plaisir avant. Donc, il faut les traiter, ces symptômes-là. Du coup, j'entends peut-être souvent certaines mamans, ou même le couple, dire oui, mais c'est pas grave, tu fais un baby blues, ça va passer. Il y a une grande souffrance avec C'est surtout que le baby blues, oui, ça passe. Mais la dépression postpartum, elle peut durer longtemps. Déjà, il faut que la femme accepte, se dise « je suis dans une dépression postpartum ». Et souvent, les femmes, elles tiennent, elles se disent « non, non, ça va, c'est la fatigue ». Donc déjà, il y a un état d'acceptation. C'est Carl Rogers qui disait ça, c'est que finalement, pour sortir d'un état problématique, il faut d'abord avoir accepté qu'on a un problème. Donc il y a ce travail d'acceptation qu'elles ne sont pas Wonder Woman et qu'elles ont des difficultés. Et puis ensuite, je travaille beaucoup avec elles autour des croyances. C'est ok de donner moins, c'est ok de penser à soi, c'est ok de sortir de temps en temps le soir avec son conjoint, avec des amis et faire garder le bébé. On peut pas être des mamans toutes puissantes, c'est pas possible, c'est fatigant. Bien sûr. Et ça, t'es quasiment obligé de le dire. Ça, quand je t'entends parler, ça va de soi. Mais non, en fait, non. Non, je le dis. Je le dis, ça va de soi. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi les mamans qui vont avoir des conseils des belles-mères ou des tantes. Parce que les générations ont changé. Avant, les femmes taisaient leur souffrance. Avant, elles serraient les dents. Et donc, parfois, elles peuvent s'entendre dire par leur mère « Oh, mais ça va passer, ne t'écoute pas trop ». Sauf que ces femmes-là qui ne se sont pas écoutées, elles ont peut-être réagi des années après avec des états d'anxiété ou bien des dépressions ou bien simplement une grande frustration dans la vie. Donc le travail, c'est de leur faire accepter qu'elles font du mieux qu'elles peuvent et que c'est déjà bien. Et puis de les aider aussi à se réinsérer dans un projet sans culpabilité. Donc ça peut être retourner au travail avec du plaisir au travail et ça peut être aussi s'inventer sur le plan professionnel avec une vie qui est plus adaptée à une vie de maman, mais
en ayant quand même un épanouissement professionnel. Donc ça peut être tout ça, ça peut être aussi une dépression postpartum peut être liée à un traumatisme pendant l'accouchement. Il y a des femmes qui me disent par exemple, quand on m'a mis mon bébé dans les bras, quand j'ai accouché, j'ai rien ressenti. J'ai pas ressenti ce fameux lien maternel dont tout le monde me parle parce que juste avant, je me suis dit c'est le moment le pire de ma vie, je vais mourir. Et juste après, c'est censé être le plus beau moment. Et on appelle ça de la dissociation en psychologie quand t'es là et pas là. Et donc, elles culpabilisent. Donc, je leur explique que le lien mère-enfant, il se fait pas comme ça, qu'il n'est pas inné, qu'il se travaille et que surtout, on a le droit à l'erreur. On peut avoir mal démarré pendant 3 semaines. Ça ne dit rien de la future relation qu'on va avoir avec notre enfant. Il y a un rejet parfois de l'enfant. Ça peut arriver. C'est la dépression qui est derrière. Ça peut être ça, il y a un concept qui est très intéressant et qui est très tabou, c'est le regret maternel. Le regret maternel, c'est ces femmes qui regrettent d'être devenues mamans. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'elles regrettent d'avoir un enfant et qu'elles n'aiment pas leurs enfants, mais qu'elles n'ont pas mesuré tout ce que ça impliquait au niveau de ce rôle de mère et qui peuvent être dans une forme de rejet. Et c'est pareil, dès qu'on en parle et dès que la parole se libère et qu'on lève les tabous, elles peuvent renouer un lien. Il y a des femmes qui sont plus femmes que mères et c'est ok. Et puis il y en a certaines qui se retrouvent davantage dans la maternité, entre celle qui fait ses petits pots bio et qui a arrêté de travailler et celle qui a envie de concilier une carrière. Il y a un monde dans la manière de concevoir la maternité et la parentalité. Tu n'es pas sans savoir que la natalité est en baisse. Oui. Il y a de moins en moins de parents qui souhaitent, ou de mamans en tout cas, qui veulent des enfants, de femmes qui veulent des enfants. Il y a une explication, c'est lié à tout ce que tu dis et à toute la communication qui a été faite sur justement les peurs, les responsabilités, etc. Ou il y a autre chose? C'est une très bonne question. Alors je pense que maintenant on est beaucoup plus à l'écoute des besoins de l'enfant, des besoins émotionnels. C'est vrai que petite, on me demandait rarement c'est quoi tes émotions, comment tu te sens aujourd'hui. On était beaucoup sur le factuel, d'accord, même si on avait des câlins, des bisous, mais en tout cas demander à un enfant c'est quoi ta météo intérieure, c'est pas une phrase d'il y a 30 ans. Donc aujourd'hui on sait que les enfants ont des besoins émotionnels. Peut-être que ça peut faire peur à certains parents de se dire je vais jamais y arriver. Il y a une baisse de fertilité aussi qui est évidente. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai aussi beaucoup de couples qui sont en parcours PMA, assistance médicale à la procréation. Donc ça peut aussi expliquer la baisse de fertilité que devenir parent c'est compliqué. Devenir parent c'est compliqué pas seulement psychologiquement mais déjà pour tomber enceinte. Les femmes arrivent tard aussi dans ce projet bébé. Elles arrivent parfois à 35, 37 ans avec une réserve ovarienne qui n'est pas la même. C'est pour ça que maintenant on encourage beaucoup le don d'ovocytes et c'est une très bonne chose. Et donc tous ces facteurs-là, c'est compliqué, ça devient compliqué biologiquement, pour certaines c'est compliqué financièrement, professionnellement, il y a des métiers qui demandent beaucoup de déplacements. Donc en tout cas, on arrive avec, c'est quelque chose de compliqué. Ça va pas de soi comme ça pouvait être. Il y a moins de spontanéité en fait, voilà. C'est plus le prolongement de l'amour, ça devient presque un dossier à traiter avec toutes les c'est une bonne image, un dossier à traiter avec des tas de choses, des tas de bugs parasites. Oui, tout à fait. Et le rôle que tu as et que tes confrères conserveront, j'imagine, c'est d'accompagner justement tous ces parents ou ces mamans vers un accouchement le plus serein possible. Vers un accouchement serein, vers une parentalité la plus sereine possible, enlever la culpabilité, enlever donc à l'aide de l'EMDR et MO notamment les éventuels traumatismes qui sont venus. Juste un tout petit exemple de l'EMDR. Qu'est-ce que c'est en réalité? Alors, l'EMDR IMO, c'est un modèle évolutif et intégratif de l'EMDR. On va faire des mouvements oculaires devant la patiente, les mouvements qu'elle va suivre avec ses yeux. Il a été montré que ça permettait de retraiter un souvenir traumatique. Ça permettait, un souvenir traumatique, c'est quoi? C'est un événement qui a dépassé nos capacités d'intégration et donc qui n'est pas correctement enregistré. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir des flashbacks, des reviviscences, c'est-à-dire des images qui vont arriver. Donc typiquement, il peut y avoir une maman qui est bien avec son bébé et puis ça revient, ces images d'accouchement où elle s'est vue mourir, où il y a eu beaucoup de complications. Et dans ces moments où ça revient, elle va se sentir éloignée de son bébé. Oh là là, mais je veux pas, c'est un mauvais souvenir et donc avoir du mal à être contente de sa maternité. Donc on travaille avec les mouvements oculaires, mais dans le MDR IMO, c'est différent de l'EMDR. On va intégrer des éléments d'hypnose ericksonienne, on va dire des mots pendant qu'on fait les mouvements, puis on va mettre la personne sous hypnose, c'est-à-dire l'inviter à fermer les yeux entre les mouvements et à faire des associations d'images, de sensations. Là, à un moment donné, le MDR s'arrête,
on passe à l'état d'hypnose et ainsi de suite comme ça, c'est ça? Oui, c'est un modèle intégratif. C'est ça, d'accord. Voilà, donc c'est un petit peu différent. C'est comme thérapie, ça? Le MDR-IMO en soi, ça va être 1 ou 2 séances, d'accord? C'est un outil. Moi, je dis toujours à des collègues que je forme, on a des outils dans notre boîte à outils, on les utilise pas toujours et pas toujours les mêmes. C'est un outil qui s'intègre dans une psychothérapie, mais ça permet d'être moins en veille. Évidemment que l'accouchement traumatique, il va rester en mémoire, mais on va pas avoir de débordement émotionnel. Et donc, on va pouvoir avancer. Ça permet d'ailleurs d'avancer bien dans la thérapie, plutôt que d'être complètement soit focus sur l'événement traumatique, soit au contraire dans l'évitement, parce que c'est ça le problème de nos symptômes. C'est parce qu'on évite nos émotions négatives qu'elles nous apparaissent en pleine figure. Et donc on va retraiter ça et on va pouvoir l'intégrer dans leur récit de vie. Et c'est ok d'avoir eu une fausse note à l'accouchement, que ça se soit mal passé, ça ne dit rien de la suite. Et ça reste quand même quelque chose de complexe, alors que c'est quand même totalement naturel. Oui. C'est très ambivalent comme... C'est très ambivalent parce que les femmes ont toujours accouché, certaines dans la nuit des temps seules, mais aujourd'hui, il n'empêche qu'il y a beaucoup d'accouchements qui ne se passent pas comme prévu. Et il y a aussi ce côté déception. Des femmes me disent, j'ai pas vécu l'accouchement que je voulais. Je pensais que ça allait être autrement, je pensais que ça allait être un beau moment. Alors elles peuvent me dire, ça a été fait dans la précipitation, ou bien trop tôt, ou bien il y a eu une césarienne, ou bien le bébé a été malade. Donc ça peut être des tas de cas de figure qui font que ça a bugué, c'est pas dans leur schéma, dans la représentation mentale qu'elle s'était faite. Il y a cette déception d'être passé à côté de quelque chose. Moi j'explique aux femmes que c'est rarement un moment qui se passe comme une lettre à la poste et que c'est ok qu'il y ait des erreurs de parcours, c'est pas grave. Tu dois avoir évidemment énormément de mamans. Alors j'ai beaucoup de jeunes mamans, il y a des papas qui viennent aussi, des papas qui viennent me raconter que c'est compliqué de retrouver leur femme après l'accouchement, que eux aussi sont un peu dépassés par les responsabilités. J'ai beaucoup de parents qui viennent me dire, on pensait pas, mais le fait de mal dormir, de pas avoir de temps pour soi, ça rend le couple est mis à l'épreuve. Et ces parents-là, parfois je fais ce qu'on appelle la psychoéducation, c'est-à-dire je leur explique tout bonnement, de temps en temps il faut choisir des moments à deux, choisir aussi des moments seuls. Moi je donne cette image d'une chaise qui a 4 pieds, et puis j'explique que la vie c'est un équilibre. Alors il y a un pied qui est la vie professionnelle et qui est obligatoire pour tout le monde. Il y a un pied quand on est parent qui consiste à s'occuper de nos enfants, de la famille. Il y a évidemment le pied pour la sociabilité, le couple, l'autre, d'accord? Et puis il y a un pied pour soi, c'est-à-dire que si je me nourris pas, je ne peux pas nourrir tout cet écosystème. Les mamans, je leur dis, quand vous prenez l'avion, quelles sont les consignes de sécurité? On vous dit, en cas de dépressurisation, vous mettez le masque à oxygène d'abord à vous et ensuite à l'enfant. Rappelez-vous que si vous n'êtes pas nourri en oxygène, vous ne pouvez pas leur donner de l'oxygène. En réalité, j'imagine que tu souhaiterais presque mettre tout ça en place pendant la grossesse, c'est-à-dire même en amont, c'est-à-dire faire de la vraie prévention. Oui, alors ça, c'est les sages-femmes qui peuvent le faire. D'accord. Moi, elles vont pas. Sont formées pour ça. Elles sont de plus en plus formées pour ça. Elles sont super bien formées. La nouvelle génération de sages-femmes avec des tas d'outils, de sophrologie, d'auto-hypnose, de relaxation, de mindfulness. Donc ça, c'est super. Il y a une grande évolution qui a été faite. Maintenant, c'est vrai que quand on n'est pas conscient d'un problème, on va pas voir le psy. Donc quand je les vois avant, par exemple, dans les parcours d'assistance médicale à la procréation, je commence à insuffler un peu l'idée qu'il va falloir qu'elles prennent soin d'elles après. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les mamans qui font des dépressions postpartum après un accouchement dans le cadre d'une PMA, elles sont très surprises. Elles se disent, mais attends, ça fait 10 ans que j'attends de tomber enceinte, je viens d'accoucher et je fais une dépression, mais qu'est-ce qui se passe? Donc évidemment que je leur donne ces idées que ça va pas être évident, qu'il va falloir penser à soi et que c'est ok, qu'il faut pas s'oublier. Parce qu'une femme s'oublie beaucoup quand même dans un parcours d'assistance médicale à la procréation. Oui, et puis même dans le contexte de la dépression, on a tendance même à s'oublier complètement. C'est-à-dire que les envies disparaissent, on est même plus en capacité d'être connecté à ses envies. Donc du coup, il faut vraiment qu'elles viennent, il faut presque les forcer à venir consulter. En dépression postpartum, c'est le médecin qui les envoie, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui est dangereux aussi au niveau de la relation mère-enfant. Donc, par prévention, elles sont orientées. Dans le cadre d'assistance médicale à la procréation, on devrait les envoyer, mais c'est pas toujours le cas. Or, un traitement pour une FIV ou bien un don d'ovocytes, ça nécessite un accompagnement. C'est des choses qui sont compliquées, qui sont fastidieuses, le corps est malmené, donc il y a besoin d'aide pour ça. Oui. Si tu devais ajouter quelque chose aujourd'hui pour ces parents
futur ou Ce que je voudrais leur dire, c'est vraiment l'idée de faire de son mieux, c'est-à-dire de laisser de côté toutes les croyances qu'on a, toutes nos attentes, toutes les injonctions sociétales ou familiales, ou le pire, c'est les injonctions qu'on se met à soi-même, et puis d'accueillir, de laisser venir ce qui vient, c'est-à-dire que quand je suis traversée par des émotions négatives ou inconfortables, c'est ok. Avec un enfant, avec la parentalité, on est tout le temps en train de réguler. Il y a des moments où on pense pas assez à soi, donc après il faut penser davantage à soi. Il y a des moments où on se tourne vers d'autres choses et c'est ok. Le couple doit aller bien. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à ses enfants, c'est aller bien aussi en couple. Et donc prendre ce temps pour soi, prendre ce temps de réfléchir, lire avant l'accouchement, s'interroger. Et aujourd'hui, la parole se libère de plus en plus sur le sujet, c'est bien. Aller consulter en réalité. Aller consulter spontanément, on peut, certaines femmes viennent en prévention, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive qu'elles viennent pour pouvoir dire voilà, j'ai envie de voir si tout va bien, j'ai envie d'arriver à l'accouchement sereine. Je leur conseille aussi d'être le plus harmonieuse possible dans leurs relations familiales ou de couple. C'est des moments de grands bouleversements émotionnels. Donc il faut qu'autour ce soit serein et calme autant que faire se peut. J'ai rencontré un jour un rabbin qui avait dit à un enfant il arrive comme une comète pour tout dévaster sur son passage. Je pense que c'est un peu ça en fait. Ça. Quand un enfant il arrive, il transforme la mère, surtout quand c'est la première fois, en mère, le père en père, mais il y a d'autres personnes autour. Il va transformer le grand-père en grand-père, exactement. Et donc un enfant, c'est quelqu'un qui vient dans une famille rajouter... il pousse un peu à droite à gauche, il se met une chaise aussi, et donc forcément ça bouge autour. En systémie, on parle des places de chacun, de la communication de chacun, donc forcément que ça crée des vagues, c'est pas anodin. Je parle d'un premier enfant, mais même un deuxième, un troisième, donc il y a cette histoire de place que chacun doit trouver. Et pour la femme en particulier, il y a comment est-ce que je concilie ma place de femme avec ma place de maman. Avec ma place de fille aussi peut-être, puisqu'à ce moment-là, je suis encore la fille de ma mère qui devient grand-mère. Donc tout ça, ça bouge beaucoup au moment de l'accouchement. Merci mille fois Merci. de ta participation et d'avoir répondu à ces questions. C'est passionnant et puis c'est un puissant fond parce que, évidemment, la maternité existe depuis l'aube de l'humanité, donc c'est quelque chose qui est absolument présent constamment dans nos vies. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour aider... Et constamment dans nos consultations, même quand une femme vient pour autre chose, 10, 20 ans après, elle reparle forcément de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est dans l'histoire d'une femme, l'accouchement et les premiers instants de la relation avec son bébé, c'est des choses dont on peut parler 20 ou 30 ans après. J'ai bien compris que tu étais particulièrement investie dans l'accompagnement de ses parents et de ses mamans. Je sais aussi que tu travailles largement sur tout ce qui est lié au traumatisme et l'accompagnement du post-trauma, on appelle ça, c'est-à-dire toutes les conséquences qu'un traumatisme peut avoir sur la santé mentale. On se retrouve très vite, passez une belle journée et à bientôt. À bientôt. Bye bye.